Quand je me suis réveillé, à cause du mal de dos, à m'être endormi à même le sol, Adolpho n'était plus là. J'ai titubé jusqu'au cabanon, je me suis enroulé dans les couvertures, j'étais transi de froid et j'ai abandonné la nuit à tous les parfums de la Brenne. Cette fois-ci, j'ai totalement perdu la notion du temps, je ne sais plus quel jour nous sommes, je sais simplement que nous sommes au début du mois d'août. J'avais acheté des piles pour la radio, mais apparemment cela n'a pas suffi, je suis condamné à n'écouter que les bruits de la nature et des étangs. Et j'ai réfléchi aux propos d'Adolpho. Tout part de l'économie. En fait, si l'économie se développe bien, avec un beau taux de croissance, disons 5%, tout va bien. Le chômage est faible et les impôts sont suffisants pour payer les infrastructures et investissements de l'État. Le pays n'a pas besoin de s'endetter. Si l'économie ne va pas bien, c'est la catastrophe. Le chômage augmente, l'argent des impôts ne rentre plus dans les caisses de l'État, qui doit s'endetter. Et il faudra bien rembourser un jour. Or, depuis 30 ans, la dette ne fait qu'augmenter. Le niveau actuel est ahurissant. Pour la France, plus de 2000 milliards d'euros et les dettes continuent à augmenter. Les dettes représentent 100% du produit intérieur brut. Tout ce que la France produit en un an, c'est le montant de la dette française. Des risques de conflits de toutes sortes apparaissent et on ne sait plus où on va. Notre génération, celle des plus de 40 ans, a connu ce basculement d'une économie florissante à une économie embourbée et en crise. Il a suffi de 50 ans. Alors on fait comment maintenant? Certes, il reste toujours plein de choses à construire, des immeubles, des voitures, des avions, des hôpitaux, mais on est en fond de cuve, je dirais. Tout ce plein de choses à construire n'est pas suffisant pour donner du travail à chaque Français, surtout avec cette crise migratoire qui se profile à l'horizon et qui ne peut que gonfler les stocks de chômeurs. Alors je sais, il faut être confiant dans l'avenir. Après le tourne-disque, on a eu les platines laser, puis le Walkman, puis les CD, puis les DVD, puis la musique sur Internet, puis Deezer, et demain on aura autre chose. On n'arrête pas le progrès, comme on dit, créant ainsi de nouveaux marchés, de nouvelles industries, de nouveaux emplois. Mais le solde global demande moins offre de main-d'œuvre est de plus en plus négatif et le chômage ne fait qu'augmenter. Est-ce dû au passage à l'ère informatique et Internet? Comment résoudre cette quadrature du cercle? En fait, que faire des 30 millions de chômeurs en Europe? L'être humain a cela de particulier qu'il est autant une construction de besoins que de désirs. Autrement dit, il n'est jamais satisfait pleinement de sa situation. Il lui manquera toujours un t-shirt, du riz, des vacances, une voiture plus moderne, un DVD, du temps libre, un appartement. Cette frustration permanente, c'est ça qui crée l'économie, et tant qu'elle subsiste, nous créerons des emplois. Et puis j'ai réfléchi au revenu universel dont parlait Adolpho. Le revenu universel pourrait être une vraie solution d'avenir, une vraie révolution pour vivre en harmonie. Il nécessite un changement radical de l'organisation de la société, mais aussi des mentalités. L'ascenseur social, la constitution d'un patrimoine, l'héritage sont des notions qui vont finalement disparaître au profit d'un égalitarisme au plus juste et en même temps plus ennuyeux, quoi. En dehors de ça, mes réflexions butent sur les limites. Je ne sais pas de quoi l'économie sera faite ni comment elle sera organisée demain, et apparemment je ne suis pas le seul dans mon ignorance. Des centaines et des centaines d'économistes dans notre monde se penchent sur cette question et n'ont pas de solution à proposer, sinon ça se saurait. J'en étais là de mes tribulations intellectuelles quand j'ai vu Adolpho passer à bicyclette au loin sur le chemin chemin de terre. Sympa cet Adolpho finalement, et intelligent et tout, mais je le sens un peu dans une impasse et je suis pas sûr qu'il reste longtemps dans cette Brenne pourtant si belle. Dans l'impasse un peu, enfin tout comme moi. Hein.
Finalement, cette situation n'est pas bien éloignée de la mienne. Moi aussi, je vais bientôt m'ennuyer ici. Moi aussi, je me sens loin de mes amis et de ma famille. Moi aussi, je serais très heureux de rencontrer à nouveau une bien-aimée. Et 3 jours ont passé. 3 jours apparaissaient. Le soleil d'août était à bénir. Il faisait chaud, la vie était belle, le clapotis de l'eau me berçait et avait remplacé le tic-tac trop régulier, trop métronome de ma vie d'autrefois, lorsque j'étais citadin. Ici, tout n'est que ravissement d'essence. Je respirais l'air comme si c'était la dernière fois, goulûment, à plein poumon, et cela m'envoyait tout plein de senteurs exquises. Autour, ça pétillait de vie. Je m'allongeais à même le sol, je fermais les yeux, j'étais emporté comme par ivresse. Lentement, pendant que le soleil descendait du ciel pour finir en embrasant l'horizon. Camus, toujours lui, me revenait en mémoire. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons ni l'amère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Aujourd'hui, c'est le contraire de ces derniers jours. Sans explication, sans prévenir, il s'est mis à pleuvoir et ça a duré toute la journée. Maudite pluie. Même dans le cabanon, ça suintait l'humidité. Toute la journée allongée sur le lit, je m'ennuyais ferme. Et ça a duré 3 jours pleins. Et aujourd'hui, écoutez-moi bien, et aujourd'hui, j'ai eu le plus grand choc au cœur depuis vraiment très longtemps, depuis des années. J'ai eu un choc énorme. Je paraissais au bord de l'étang, à l'ombre des hêtres, je regardais dans le vide. C'était en début d'après-midi, ma tête commençait à dodeliner, réclamant le sommeil, j'étais tout près de la sieste. Et tout au bout de l'étang, sur le chemin qu'empruntait régulièrement Aldolfo, dans une brume de chaleur, comme un mirage dans le désert, je vois une personne qui marche. C'est un homme, il est seul, il se dirige vers le cabanon. Il passera donc tout près de moi. Et je trouve ça bizarre. J'ai même eu un peu peur. Hein. Qui était cette personne qui venait? Et puis, cette démarche, je la reconnais, je la connais. Je n'en reviens pas, c'est Olivier. Olivier, mon ami de toujours, mon frère. Mais, mais il boite. Il boite. Je suis déjà à pleine course vers lui. Je tombe, me relève, cours de plus belle. À son tour, il tombe. Et c'est dans mes bras qu'il tombe. Vraiment, il ne tient plus debout. J'ai du mal à le faire tenir droit. Olivier, il est tellement lourd, je lui donne des petites tapes d'amitié sur les épaules et le pose à terre. Il se laisse faire, il s'allonge sur le dos, il déploie sa grande carcasse comme un parapluie que l'on ouvre, et les jambes et les bras en croix, il regarde vers le ciel. Plein de silence autour de nous. Il a une mine épouvantable et il sent fortement la sueur. Il est barbu. C'est la première fois que je le vois barbu. Il a l'air épuisé. Ses vêtements sont sales avec des taches partout, des vêtements passe-partout et des baskets d'un autre âge. Pas de sac à dos, pas de baluchon, pas de sac en plastique. Il n'a rien sur lui. Mais d'où vient-il? Mais j'attends qu'il me parle en premier. Je savais que tu serais ici, me dit-il. Encore 5 minutes de silence. Petit à petit, il reprend son souffle, un souffle lourd, lent, pesant. Il n'y a pas de danger ici. Je lui dis que tout va bien, qu'il ne s'inquiète pas. T'as vu personne? Je le rassure, non, j'ai vu personne depuis au moins 15 jours. Il ferme les yeux et fait comme je le fais souvent ici. Il se remplit les poumons d'un énorme bol d'air qu'il garde au fond de lui pendant quelques secondes et expire tout aussi pleinement. Au bout de ses bras, je vois ses mains bouger lentement. Il caresse l'herbe qui se plie avec douceur, comme pour lui souhaiter toute la bienvenue du monde de la Brenne. Fatigué. Je ne dis rien. J'attends, je veux qu'il prenne tout son temps. On est resté ainsi au bord du chemin sans bouger pendant, je ne sais pas, 1 heure peut-être. On n'entendait que les alouettes avec leurs trilles au sommet de leur vol vers le ciel. Les nuages passaient lentement. Le temps s'était arrêté une fois de plus.
Puis enfin, il s'est levé lentement, de tout son poids, pesamment, en prenant appui sur le sol, sur ses mains, ses coudes, ses bras, ses jambes, un temps tellement long, ça n'en finissait pas, toute cette lourdeur qui se levait. Nous avons marché lentement, très lentement vers le cabanon. Il boitait toujours. Dans le cabanon, une nouvelle fois, il a respiré à fond, il a fermé les yeux, et j'ai enfin vu une onde de bonheur transformer son visage. Voilà, il était arrivé à destination, tout irait mieux maintenant. Je lui ai donné un tube entier de lait concentré sucré. C'était notre signe de connivence autant que notre potion magique quand nous étions adolescents et que nous venions camper et un peu braconner dans les étangs. Il a eu un regard plein de merci, merci, et a bu à grosses goulées la crème délice. Il s'est mis alors à parler. J'ai été victime d'une usurpation d'identité. Un mec dans mon entourage, mais je ne sais toujours pas qui, a fait une fausse carte d'identité avec mon nom, mon adresse, ma photo. L'attentat dans le métro parisien, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souvenais, car il s'agissait bien d'un attentat malgré tout ce qui a été dit à la télé. Après, eh bien, ils ont retrouvé la trace de l'auteur de l'attentat, mais il leur a faussé compagnie à la dernière minute. Ils ont trouvé la fausse carte d'identité de moi, chez lui, et à partir de ce moment-là, j'ai eu plein d'emmerdes, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Comment ma photo est-elle parvenue sur cette carte d'identité fausse avec toutes mes coordonnées? Il y a eu des perquisitions chez moi en mon absence. Ils ont fouillé partout. Ils ont embarqué mon ordi. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé, mais au lieu de se dire que c'était une mauvaise piste, ils ont pensé tout le contraire. Ils se sont dit très fort, le mec. Ils ont dû se dire, il s'est bien planqué ses méfaits. Il est prudent, ça doit être le cerveau de la bande. Il paraît qu'ils ont contacté plein de potes dans mon carnet d'adresses, dont toi peut-être. Maintenant, je comprends. Je comprends mieux la descente de flics chez moi. Ils pensaient que je faisais partie d'un réseau, de son réseau. Alors je lui raconte à mon tour mes angoisses à Paris. Plus de nouvelles de lui pendant au moins 3 semaines. Mon appel au commissariat, la descente de flics, la fuite, Châteauroux, Saint-Gauthier, La Brenne. Et enfin ici. Il fait un signe de la tête, montrant qu'il comprend bien tout ce qui a pu se passer, et il poursuit. J'ai été mis au trou pendant 1 semaine. J'étais à l'isolement total, tout seul dans une cave, avec une petite ouverture qui me permettait de voir le soleil. J'entendais personne. C'était à l'époque où il y avait plein de manifs dans toute la France et le gouvernement devait commencer à avoir salement peur. J'étais gardé en haute sécurité. Et plus je gueulais mon incompréhension de tout ce qui m'arrivait, plus ils étaient brutaux avec moi. Ils étaient 2. Réveil à pas d'heure, intimidation de toutes sortes. J'ai même eu des claques dans la gueule. Et puis, tu sais, Vidal, mon pote de Vierzon, ils l'ont arrêté dans une manif, parce qu'il mettait le feu aux voitures et aux poubelles. Quel con, à cause de lui, ils ont dû penser que nous étions toute une bande de malfaiteurs et de terroristes. Alors je suis resté au trou 1 semaine, puis 10 jours. Puis après, j'ai arrêté de compter. Je suis tombé vraiment malade, j'ai eu peur, et eux, ils ont dû commencer à se poser des questions. Tu sais, l'usurpation d'identité est plus fréquente qu'on ne le pense. C'est très simple de voler l'identité d'autrui. Quelques renseignements de base sur l'état civil, le nom, le prénom, la date de naissance, filiation, suffisent pour se faire délivrer un extrait d'acte de naissance. Avec une fausse pièce d'identité, un faux justificatif de domicile et un faux justificatif de ressources, on peut même ouvrir un compte bancaire, tu le sais. Et tu sais où ils vont chercher toutes ces infos? Dans les poubelles. On y jette de tout dans les poubelles, même les éléments sur son identité. J'avais dû jeter des papiers sans prendre garde à tout ça. Tu sais le nombre d'usurpations en France chaque année? Maintenant, moi je sais. Entre 200 et 400 000. C'est fou, hein? À des degrés divers, bien sûr. Je l'interromps à nouveau. Je n'arrive pas à croire son histoire. En France, la garde à vue ne dure que 24 heures. Maxi 48 heures, mais jamais plus. On peut prévenir ses proches et contacter un avocat et on ne frappe pas un suspect. Mais, dis, tu les lis les journaux? Tu sais pas que Paris est en mode insurrectionnel? Les prisons qui étaient déjà pleines sont chauffées à blanc par l'afflux de nouveaux pauvres types qui se sont fait choper en cassant des boutiques, des flics ou autres.
Il y a sans cesse des émissions à la radio qui prônent le calme. On est à la veille d'une guerre civile, tu sais. Moi, ils ont dû me prendre pour un gros bonnet du terrorisme. Mettre des bombes dans le métro, c'est énorme. Vidal qui brûle des voitures, toi qui prends la poudre d'escampette à leur arrivée. Si ça se trouve, dans mon entourage, d'autres ont commis des délits ou des crimes que je ne connais pas. Depuis quelques mois en France, ils ont dû augmenter les forces de police et commencer à restreindre les libertés. Quant à moi, j'étais la faute à pas de chance, la mauvaise personne au mauvais moment, le parfait coupable. Alors ils ont mis le paquet. Secret défense, mise au trou et tout le tout-team. Il reprend son souffle et dit: quand ils se sont rendus compte de leur méprise, ils sont devenus tout mielleux. J'ai dit alors quelque chose qu'il fallait pas dire. J'ai dit que j'allais porter plainte. Ils m'ont dit que j'étais libre de faire ce que je voulais, mais qu'à ma place, je ne ferais rien, que ça servait à rien, trop de procès en cours, trop de bordel en France, et puis j'avais intérêt à me tenir à carreau parce que je commençais à les chauffer vraiment, mais alors là, vraiment beaucoup. J'ai quitté l'endroit une nuit, les deux mecs m'ont emmené, j'avais les yeux bandés, on a fait au moins 1 heure de route, je pensais qu'ils voulaient me tuer et me jeter dans un endroit perdu. J'étais stressé à mort, tu peux l'imaginer. Ils ont fini par me lâcher dans une rue déserte, à Limoges. J'ai appris que c'était Limoges un peu plus tard. À moi de me débrouiller après tout ça. Débrouille-toi, Jeannot. J'avais été mis au secret absolu, dans un lieu que je ne retrouverai jamais, par des flics voyous qui m'avaient harcelé, torturé moralement. Ce n'était plus la France, c'était un régime en pleine panique, totalement déboussolé, ne maîtrisant plus rien. J'étais abasourdi par tout ce que j'entendais. Comme ils ne m'avaient pas enlevé le bandeau, je les ai pas vus disparaître. J'étais seul dans une rue paumée de Limoges, sans un sou. Il a fallu que j'agisse vite, mais déjà, c'était clair dans ma tête. Tu penses, j'avais eu le temps d'y réfléchir, toutes ces heures de solitude totale dans la cave. Il fallait vite me cacher, reprendre des forces, préparer la suite, et pour ça, il y avait la Brenne. J'ai demandé à quelques passants où était la route de Châteauroux. J'ai marché pendant environ 1 heure jusqu'à la sortie de la ville. J'ai fait du stop et me voilà ici. C'est pas difficile de faire du stop par les temps qui courent? Il reprend son souffle. Vraiment, je le sens épuisé. Il parle très lentement maintenant. Non, ça m'a étonné, d'ailleurs. Ce sont des camions qui se sont arrêtés. J'ai même voyagé dans une benne, à côté d'une cargaison de sable. J'ai senti les gens inquiets de ce qui se passait à Paris. Moi, pour parler d'autre chose, je disais que j'étais maçon et peintre, en train de faire un chantier de construction à Argenton-sur-Creuse. C'était concret, j'étais quelqu'un du peuple, tout allait bien. Et j'en revenais pas. À midi, j'étais déjà à Saint-Gautier. 1 heure pour trouver quelqu'un qui me dépose à Méobec, et me voilà. Elle est incroyable, mon histoire, hein? Bah oui, elle était incroyable, son histoire. Il s'allonge sur un des 2 lits de camp, croque une pomme, jette le trognon sur la table, enlève ses 2 baskets. Mon Dieu, comme elle pue! Et il dort déjà. Il s'est endormi vers 18 heures. Et maintenant, il est 5 heures du matin. Moi, j'ai eu du mal à dormir. Son histoire, ses ronflements, sa puanteur, tout ça faisait que le paradis de la Brenne semblait disparaître. Et puis il a fini par se réveiller et en voyant mon visage ahuri, est parti d'un grand éclat de rire. Ouf! Les rires revenaient. Il a mis du temps à se lever du lit car il avait mal à la patte. En descendant des camions, il était tombé et avait dû se fouler sérieusement la cheville. Il s'est installé à table et je lui ai préparé un petit déjeuner mémorable. Pendant qu'il me disait que c'était un bonheur de sentir le café et le pain grillé, moi je lui disais qu'il puait comme un forcené. Il a rigolé. La journée commençait plutôt bien. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Olivier a quitté le cabanon en slip, les baskets aux pieds, une photo à prendre, et s'est dirigé droit vers l'étang à quelques mètres. Tout de go, il a plongé 100,80 m dans l'eau boueuse, se relève, il n'y a que 1,50 m d'eau, et m'appelle de sa voix rugueuse en disant qu'il a oublié le savon sur la table. Je lui ramène tout, le savon, les serviettes et même le rasoir s'il veut. Son corps se libère peu à peu de la crasse, de l'enfermement, de la persécution, de la nuit qui s'était abattue sur lui. Son corps revit par cette eau vaseuse des temps qui lui purifie la peau. C'est vraiment la chaîne thermale du soleil ici. Cette eau chaude des étangs en été et tout ce plein de vie qui bouillonne autour. Des canards se sont envolés,
tout près, complètement affolé par cette intrusion bruyante dans l'eau. La vie apaisée est là. Je n'en peux plus de joie de le voir batifoler au milieu des roseaux dans si peu d'eau. Il rigole tout seul. À deux, on est indestructible. L'avenir sera radieux. Il est resté ainsi une partie de la matinée dans l'eau, à se laver, à se raser, à frotter de savon ses vêtements, à se nettoyer de toute cette déprime des derniers jours. Et puis, on est allé s'allonger devant la bonde, là où le sol est plat, l'herbe presque mousseuse, sous les hêtres, à l'ombre du soleil qui tape tout ce qu'il sait sur la brenne déserte. Le temps s'est ralenti. Les vêtements trempés, mais à nouveau propres, étaient étendus sur l'herbe autour de nous. On a passé comme ça quelques jours à se remplir le corps de soleil, à papoter sur l'état du pays, sur les filles, sur les souvenirs, sur la bouffe. Par atavisme, les habitudes de pêche sont vite revenues. Brocher et perche à la cuillère en fin de journée, ou quand on voyait des petits poissons s'envoler par grappes, en tentant de s'enfuir à cause du carnassier, à leurs fesses. Carpe et brenne à la ligne de fond quand la nuit tombait, friture et gardons à la ligne avec petits bouchons quand le soleil se lève. On a même attrapé un canard qui s'était pris les pattes dans une ligne bien arrimée à la terre. Un canard qui se débat, c'est un spectacle. Hein. À deux, on n'arrivait pas à le tenir. Tantôt c'était une aile qui arrivait à se libérer, tantôt un coup de bec nous faisait tout lâcher. Pauvre canard complètement paniqué, autant que nous finalement. Olivier a fini par l'étouffer en l'étranglant. Pas simple à tuer un canard sauvage. Un soir, tout était calme, on avait terminé de dîner, on paraissait sur le tapis d'herbe devant la bande. Les lignes de fond étaient posées, on avait fait un petit feu de bois, rien que pour entendre son crépitement, sentir son odeur et rester les yeux fixés sur le rouge des cendres. Olivier a commencé à parler de la situation en France. Le chômage qui touche tout le monde, la paupérisation croissante des sans-travail et des autres laissés pour compte, les impôts qu'on n'arrive plus à payer, l'école qui mène à rien, on n'en peut plus. Hein. Les 3/4 des Français qui ont un boulot pensent qu'ils peuvent se retrouver en situation de précarité, perte d'emploi ou de logement, endettement, etc. Et que dire des autres, ceux qui n'ont pas de boulot, les marginaux, les vieux, les immigrés, les clandestins? Le problème majeur, en fait, c'est de fournir un emploi à tous, ou disons, à un maximum de personnes. Mais nous savons tous que la situation économique est gravissime. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un avis de tempête à un avis d'ouragan. Certains patrons sont en état de quasi-panique. Ils ne savent plus faire des prévisions et avec ça, ils doivent payer des charges complètement disproportionnées par rapport aux possibilités de leur entreprise. Avec en plus des tracasseries et lourdeurs administratives à en attraper chaque jour des burn-out. Ils vivent en situation de vertige permanent, les patrons. Ils savent que pour un rien, un de leurs clients fait faillite ou a un retard important de paiement et hop, ils peuvent sauter. Avec en plus des URSSAF et autres RSI complètement intraitables, sans souplesse tyrannique à leur basque. Et les employés de leur côté qui doivent affronter chaque année l'entretien individuel de performance pour juger de ce qu'ils ont fait ou pas réussi à faire pendant 12 mois, tous tremblent, patrons comme salariés, tous se sentent sur des sièges éjectables. Tu crois qu'ils savent tout ça, ceux qui nous gouvernent, et ceux qui sont fonctionnaires, autrement dit ceux qui ne peuvent pas constitutionnellement connaître le chômage? Tu crois qu'ils se soucient du suicide de Louis, notre pote, à cause du RSI et des dettes qu'il ne pouvait plus rembourser? Tu crois vraiment qu'ils ont une idée du désespoir de sa femme et de ses enfants? Ah Louis, pauvre Louis. Tu crois que le cœur et la tête des fonctionnaires, ça fonctionne? La moitié des Français pensent que des dispositifs de protection sociale, sécurité sociale, allocation familiale, assurance chômage, aide au logement, à l'égard des personnes en situation de précarité doivent rester une priorité nationale. Et puis l'autre moitié, au contraire, pense que ces dispositifs doivent être réduits car il est nécessaire de réduire les dépenses publiques. Qui a raison? Où est la vérité? Je ne sais pas très bien, les deux parties, je crois, ont raison. De leur côté, les jeunes ont perdu le moral et leur horizon est totalement flou. Ils savent que pour s'en sortir, ils doivent travailler comme des dingues, que les diplômes sont un premier rempart au chômage, mais qu'en même temps, les études deviennent de plus en plus longues et chères. Comment vont-ils payer l'université, les écoles de commerce ou d'ingénieurs, les X années de médecine? Pour de moins en moins de postes offerts sur le marché en plus.
Ce n'est plus la lutte des classes, mais la lutte des classements. Et en plus de tout ça, ils savent qu'ils feront un stage, 2 stages, X stages, honteusement, voire pas du tout rémunérés, avant de trouver emploi et salaire stable. Là aussi, il y a de quoi se révolter et tout faire péter. La société française est devenue une société fermée dans laquelle l'ascenseur social ne fonctionne plus. Les classes très riches ont quitté le territoire, les classes moyennes se sentent bloquées sans avenir, les classes défavorisées s'enfoncent dans le dénuement. On ne peut pas continuer comme ça, avec autant de chômage, autant de chaos migratoires, autant de peur. On ne peut pas non plus continuer cette horreur économique sans y mettre tout plein de valeurs humaines et d'espoir. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, et l'économie ne peut pas être tirée que par les taux de croissance, la rentabilité, la destruction de l'environnement, le bruit et la fureur. Il faut casser la baraque, disait un politique, François Fillon, je crois. Il faut changer de système, changer de logiciel, comme on dit dans les milieux UP, car les anciennes structures et organisations ne fonctionnent plus. Il faut inventer de nouvelles frontières, un nouveau monde. C'est quand même pas logique d'avoir des millions de chômeurs alors que nous sommes la 5e puissance mondiale. La pauvreté s'accentue, mais même si elle sait très bien se cacher, car la pauvreté est une honte. Et ça n'a plus de sens de parler de droits acquis. On n'est plus assez riche pour se les payer. C'est fou d'avoir en France un syndicat tel que la CGT qui s'oppose à tout, veut casser du patron et ne rêve que du grand soir. C'est invraisemblable d'avoir un président de la République française, 5e puissance mondiale, encore une fois, qui cumule démagogie, gaffe, décisions désastreuses, flatteries mielleuses, mais rien ne va plus. On est resté silencieux pendant longtemps. Ma boule d'angoisse dans la gorge, celle que j'avais laissée à Paris, était revenue. J'ai dit à Olivier que tout ce qu'il disait était vrai, que je pensais comme lui, qu'on devait être nombreux à penser comme ça, mais que je ne savais pas comment changer les choses. Et puis on s'est levé en 4e vitesse sans réfléchir une seconde, car au loin, on entendait une clochette qui nous faisait signe. Un poisson était au bout de la ligne. On a couru, on s'est enfoncé jusqu'à la taille, car la ligne s'était prise au loin dans les roseaux. Mais le poisson a été vite attrapé. Et Olivier a sorti un « Eh merde !» en me montrant la prise. Eh ben oui, merde, c'était un poisson-chat. Le poisson-chat, c'est une plaie pour tous. Il se goinfre d'alevins, se multiplie à grande échelle, finit par vider les étangs de leurs poissons et par crever de faim et disparaître car il n'y a plus rien à manger. En plus, c'est un poisson très laid, pas bon à manger et dangereux à manipuler car il a une arête dorsale aussi dangereuse que celle d'une vive en mer et que vous êtes sûr de connaître au moins une fois dans votre vie épinglé dans la chair de votre paume de main. Le poisson-chat, c'est comme les cormorans. On en voit d'ailleurs beaucoup ici en Brenne. Des poissons d'étang, des poisons d'étang, pas des poissons d'étang, des poisons d'étang, des calamités. Voilà ce que le « eh merde », 2 mots au milieu de la nuit, disait. On a jeté tout ça à terre, cisaillé profondément la gueule du poisson, car en général, les poissons-chats, pour les poissons-chats, l'hameçon à récupérer se trouve très loin au fond de la gorge. Les mains sont alors luisantes de gras et de sang. On a jeté au loin le poisson poison, et sur un dernier « eh merde », on s'est longuement lavé les mains et les jambes dans l'étang. De retour devant la bonde, le petit feu était à l'agonie, mais encore bien rouge en son centre. Ce rouge vif était le point d'orgue de la nuit bleue marine et des arbres noirs de mystère et de silence. Les grillons crissaient tout ce qu'ils savaient. La beauté de toute la Brenne se fout de tout ça comme du reste, elle se donne à nous, entièrement et gratos. Olivier a dormi dans le cabanon, et moi dehors. Il ronfle trop fort cet Olivier, mon frère de toujours. En fin de journée, j'ai aperçu au loin la silhouette d'Adolfo. J'ai sifflé en mettant mes doigts dans la bouche, comme on faisait quand on était ado. C'est que ça fait un sifflement qui s'entend de très loin. Adolfo s'est arrêté, m'a vu et devant mes grands signes, est venu à ma rencontre. « Je veux te présenter un pote, Olivier. »« Olivier », je lui dis. Adolfo me suit et me dit qu'il est inquiet. Les semailles sont terminées, le foin engrangé, donc plus de sous avant longtemps, avant le ramassage des pommes et autres fruits. Environ 3 semaines sans 1 euro. C'était comme ça l'année dernière. Je le rassure, il me reste un peu de sous.
Il ne dit rien, un regard échangé, ça suffit pour tout se dire. Les présentations sont vite faites, on fume, on raconte des choses sans importance, puis d'autres choses bien plus graves. Olivier raconte son histoire pendant que je prépare le frichti du soir. On dîne dans le cabanon, car dehors, les premiers vents frais de fin août nous glacent les épaules. On y est vraiment très très à l'étroit dans ce cabanon. Au menu, canards. Oui, on a appris à les attraper plus facilement et à les tuer prestement et sans bruit. Donc canards, pommes grillées couvertes de sucre caramélisé et fraises des bois. Trop bon. Un vrai don du ciel tout ça. Et puis Olivier a plus ou moins répété tout ce qu'il avait dit quelques jours plus tôt sur l'état de la France. Adolfo avait les yeux rivés sur lui. Je ressentais sa puissance d'écoute qu'il avait fort en lui. Il a écouté longtemps. Après, il y a eu un long silence et il a commencé à parler. Rien ne va plus, on marche sur la tête, tout va péter. Comment veux-tu qu'il en soit autrement ? Maintenant, voilà le point crucial, le vrai choix important que chacun d'entre nous doit faire. Rentrer en guerre contre l'ancien système pour en construire un nouveau, ou bien chercher son salut dans la fuite, ou bien ne rien faire en attendant les jours meilleurs. C'est un choix fondamental qui nous touche au plus profond de notre être. De même que pendant des années, je me suis demandé comment j'aurais réagi lors de la dernière guerre. Aurais-je été résistant contre les Allemands, ou bien collabo, ou bien sans étiquette, avec la lâcheté ou la prudence des attentistes et des opportunistes. Cette question m'a vraiment obsédé très longtemps, et maintenant, c'est la même chose. Les mecs, on fait quoi ? On monte à Paris, ou on se barre à l'étranger, ou on se planque ici et on attend ? Il n'a pas fallu longtemps pour avoir une réponse. On monte à Paris. On est vraiment con, on ne sait pas où ça va nous mener, on sait que c'est dangereux, mais on monte à Paris. C'est sûr que si on avait femme et enfants, on y réfléchirait à 2 fois, mais pour nous, c'est ligne droite, pleine vitesse, il faut monter à Paris. Ok, mais alors c'est quoi le plan ? Je tempère les ardeurs latines d'Adolfo, je veux connaître ses convictions et les jauger à l'aune de mes propres convictions. Et tout d'abord, ce serait quoi ton projet pour la France, je lui demande. Ton projet politique. Il me répond.